Bonjour, nous sommes le mercredi 28 août 2013 et il semble que nous soyons à nouveau à à la veille d'une guerre dont le potentiel à devenir une guerre mondiale semble considérable parce que pour des raisons diverses, l'ensemble des populations de la Terre semblent disposées à prendre parti pour l'un ou pour l'autre camp. Cette la guerre qui se prépare et qui est la suite d'une guerre civile dans un certain pays est une conséquence, l'une des conséquences de la situation économique dans laquelle nous sommes, mais il y a à cette guerre d'autres raisons qui sont des conflits internes à l'intérieur d'une religion particulière, de la manière dont cette religion particulière a des rapports avec le monde extérieur. Elle est responsable d'un certain type d'antagonisme. Ceux à l'extérieur sont aussi responsables d'un certain antagonisme. Il y a un long contentieux entre les autres religions et cette religion-là qui remonte au moment de la création de cette religion, c'est-à-dire pour nous au Moyen Âge. Il y a d'autres raisons à la situation qui se trouve là. Il y a en particulier le fait qu'un peuple persécuté, et persécuté de manière massive, a voulu renouer avec la terre de ses ancêtres. Il est extrêmement difficile pour un être humain de savoir qui sont ses ancêtres exactement, de savoir où cette terre se trouve, et ce n'est, à mon sens, pas une bonne idée de vouloir retourner à l'endroit d'où les ancêtres viennent, de toute manière, quel que soit le niveau de persécution, et je souligne bien qu'il était massif et dramatique, tragique, enfin les mots manquent pour parler de cela, mais vouloir retourner à un endroit où l'histoire a déposé d'autres personnes au fil des pérégrinations, ce n'est jamais une bonne stratégie, d'autant que ce problème qui se pose depuis la fin des années 40 n'a jamais eu de véritable solution. Alors il y a là, comment dire, un foyer de fermentation, un foyer d'infection qui se trouve là pour des raisons diverses et qui explose de temps à autre avec souvent l'interférence des uns ou des autres pour des intérêts énergétiques et autres qui ne devraient pas interférer, mais voilà dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, je parle de ça parce que c'est important, mais je voudrais surtout annoncer quelque chose. Annoncer, c'est un certain type d'interprétation des événements dans lesquels nous nous trouvons. Et pour pouvoir le faire, je suis obligé de faire un tout petit aparté, mais vous verrez, les fils se renoueront par la suite. J'essaie de faire une œuvre d'économiste, bien que je n'ai pas été formé véritablement comme économiste sur les bancs de l'université, j'étais formé ailleurs, mais j'étais formé à des endroits où on parlait d'économie, mais on en parlait autrement, en particulier à partir de ce que j'ai appris comme étant l'anthropologie économique, qui est un autre regard que celui des économistes, et je continue à bâtir à partir de cela. Et j'ai le sentiment d'avoir fait des progrès considérables. Je suis en train d'écrire un livre sur Keynes, sur John Maynard Keynes. Ce livre est un petit peu aussi un prétexte parce que j'essaye dans cette représentation de Keynes de la mettre en scène à partir de ce que je vois moi dans les faits économiques, c'est-à-dire c'est une reconstruction où on retrouve à la fois Keynes et à la fois moi. Et je découvre en lisant Keynes qu'une chose qui est absolument absente de sa pensée, c'est la notion de valeur. Cette notion de valeur, moi, pour des raisons indépendantes, c'est pas parce que j'ai lu Keynes que j'en suis arrivé là, c'est parce que j'ai lu Aristote. J'ai lu Aristote sur la formation des prix, et Aristote donne une explication des prix où la valeur est absente. Bien sûr, notre drame, notre tragédie dans la compréhension économique, c'est que les lecteurs d'Aristote ensuite ont trouvé, en particulier Karl Marx, ont vu de la valeur là où il n'y en avait pas. Ce n'est pas la faute de Karl Marx d'avoir vu de la valeur là où il n'y en a pas chez Aristote. On le sait maintenant grâce aux travaux de Piron. C'est Albert le Grand, au Moyen-Âge, un scolastique, qui a introduit cette notion de valeur dans le texte, dans les traductions d'Aristote, et on voit de la valeur depuis. Tout se comprend mieux en économie quand on considère que la valeur est une illusion. Il y a une réalité qui est le prix, mais que la valeur qu'on veut mettre comme la vérité derrière le prix est une illusion. Tous les faits retombent en place, et c'est probablement pourquoi moi j'ai été attiré il y a pas mal d'années par la pensée de Keynes, et je m'en rends compte ce matin, c'est probablement par le fait que chez lui,
comme chez moi, la valeur est absente et qu'on avance plus facilement dans la compréhension des faits. Comme vous le savez, la valeur est absolument centrale chez Karl Marx, et quand on se pose la question de savoir ce qui différencie Keynes de Marx, il y a plusieurs éléments, mais cet élément-là est sûrement fondamental. Alors, pourquoi je parle de la valeur et de sa disparition nécessaire pour comprendre les choses? C'est parce qu'il se fait que dans un autre domaine, un domaine de réflexion sur la question qu'on appelle cognitive, j'ai écrit dans les années 1980, à la fin des années 1980, de 1987 à 1989, à l'époque où je travaillais pour les British Telecom sur un projet d'intelligence artificielle. À cette époque-là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Principe des systèmes intelligents, qui a été republié l'année dernière. Et c'est un livre qui se complète, qu'on peut compléter avec un article que j'ai écrit en 1999, qui est paru dans la revue L'Homme, qui s'appelle Le secret de la chambre chinoise. Pourquoi? Parce que une problématique sur la conscience avait été introduite par le philosophe Searle en termes de ce qu'on appelle la chambre chinoise. Il y a une personne qui est enfermée dans une chambre et on lui apprend à communiquer avec l'extérieur avec des signes qui font que, à son insu, cette personne est en fait en train d'apprendre le chinois. Elle parle le chinois, elle sait elle sait s'exprimer en chinois, mais sans savoir qu'elle connaît le chinois. C'est de là que le terme, j'ai recyclé cette expression à partir de cette problématique. Et dans ce texte de 1999, je fais un pas supplémentaire par rapport à Freud qui nous a expliqué qu'un grand nombre de nos déterminations viennent de l'inconscient. Et je fais un pas supplémentaire en disant qu'il n'y a finalement pas de place pour un rôle de la conscience dans la prise de décision, que la conscience a un autre but, un autre objectif. La conscience nous permet de rassembler de manière synchronisée un certain nombre d'impressions qui nous viennent de nos sens, et la conscience est essentielle pour que nous constituions une mémoire qui est adaptée à notre environnement, qui nous permet de survivre dans notre environnement en ayant peur des choses qui sont dangereuses et en étant attirés par les choses qui nous sont bonnes. Mais nous avons construit à partir de là l'illusion que la conscience a un rôle dans les décisions que nous prenons, et nous avons inventé des notions comme la volonté et l'intention comme étant les ressorts des décisions que nous prenons. Or, les travaux de Benjamin Libet dans les années 60 ont montré que notre prise de conscience des actes que nous posons n'est pas préalable, elle vient ensuite. Il y a une demi-seconde à peu près de retard. C'est-à-dire que notre volonté est une construction. Libet lui-même avait tellement été surpris de voir ça qu'il avait été obligé au départ, pour essayer de sauver la volonté et l'intention, de considérer qu'il était possible peut-être à la volonté et à l'intention de remonter le temps. Une explication beaucoup plus simple: ni la volonté ni l'intention n'ont un rôle à jouer dans les décisions que nous prenons. Alors, voilà, la boucle est bouclée. Ce que je vais essayer de faire à partir de maintenant, parce que je tire les leçons de cet aspect positif, d'avoir éliminé un concept central dans l'explication des faits économiques qui est la valeur, au point que je dirais l'interprétation de Marx est tout entière fondée sur la valeur. Nos explications des événements historiques sont fondées tout entières sur l'intention et sur la volonté. Alors ce qu'il faut essayer de faire, à mon sens maintenant, c'est peut-être de les mettre entre parenthèses et d'expliquer l'histoire humaine en d'autres termes que ceux-là, pour peut-être essayer d'y comprendre quelque chose et peut-être d'intervenir autrement pour empêcher que les horreurs ne se passent. Alors, c'est difficile puisqu'il n'y a ni volonté ni intention, puisque c'est simplement un cocktail compliqué entre notre constatation par la conscience que nous avons fait telle chose et l'émotion que ça produit en nous, qui produit les autres décisions inconscientes qui vont être produites. Mais est-ce qu'il n'est pas essentiel pour essayer de sauver cette pauvre humanité de la manière dont elle fait les choses jusqu'ici, d'essayer de poser les problèmes dans le cadre conceptuel qui lui convient, c'est-à-dire sans la volonté, sans l'intention, de la même manière que notre compréhension de l'économie avance, fait des pas de géant une fois qu'on a mis entre parenthèses la notion de valeur. Voilà, alors c'est programmatique au sens où j'ai encore rien fait,
Euh, je demande votre collaboration. Ça fait des années maintenant sur ce blog que nous avons une équipe informelle, qui se regroupe, dont les membres changent de manière constante, c'est en flux, mais une équipe qui avance dans la solution des questions. Voilà ce que je leur propose, essayer de comprendre avant qu'il ne soit trop tard, avant que cette terre où nous habitons soit débarrassée de la race humaine, avant ça, essayer de comprendre d'une certaine manière comment ça fonctionne pour essayer que ça fonctionne autrement. Voilà.